Bonjour à tous et merci de votre accueil à ce congrès et merci aux organisateurs de nous avoir invités et particulièrement Anna Maria Subara. Et je ne fais qu'introduire les propos de mes collègues Gérard Fitoussi et Bogdan Pavlovitch. En ma qualité de médecin et de philosophe, lorsque l'on m'a évoqué la possibilité de dire un mot sur les addictions virtuelles, je vais pas, je vais être assez court pour vous donner deux, trois éléments qui me paraissent importants. Euh, D'abord, ce terme virtuel est arrivé dans les années 90, mais moi, quand on m'a évoqué ce thème, moi j'ai pensé très vite à l'habitude, aux mauvaises habitudes, bien sûr, et j'ai pensé tout de suite à quelque chose qui nous échappe, mais qui n'est pas simplement de l'ordre du psychologique du tout. Enfin, bien sûr, mais pas seulement. Juste pour dire que si je me réfère par exemple à Félix Ravaison au début du XXe siècle, au milieu du XIXe siècle, qui a fait sa thèse sur l'habitude, il avait montré que le corps, l'organe même, avait dans ses possibilités d'habitude dans son organe. Par exemple, une veine pouvait avoir l'habitude d'être transpercée par une aiguille pour une prise de sang. Bon, j'ai pensé aussi à son élève Henri Bergson qui nous expliquait que finalement, chaque être vivant, que nous soyons une plante, enfin, nous soyons une plante, un animal ou un être humain, il y a toujours un degré de conscience qui nous échappe et que l'on n'arrive pas à maîtriser. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnaissable qui se passe en nous tous et que l'on n'arrivera jamais à maîtriser, car si vous maîtrisez le vivant, forcément vous le faites de façon réductrice et vous objectivez quelque chose qui est loin du vivant. Le vivant, c'est justement, c'est sans cesse en perpétuel changement face aux circonstances et aux enjeux qui sont là. Que nous soyons une plante ou un être humain. Bon, là, nous sommes avec les êtres humains. L'autre chose à laquelle j'ai pensé aussi, ça m'a fait penser aussi à la chair pensante décrite par Husserl, Edmond Husserl, le fondateur de la phénoménologie, qui nous disait que quand même, comment je perçois la subjectivité d'une personne, euh, et je l'aperçois en tout cas aussi par l'intermédiaire de ma subjectivité à moi. Très difficile à objectiver tout ça. En revanche, il est certain que si je passe dans la rue et que je vois dans une vitrine d'un magasin une personne dans la vitrine, eh bien, je vais tout de suite voir si c'est un mannequin qui porte des vêtements, qui présente des vêtements, un mannequin en bois, ou si c'est la vendeuse qui modifie sa vitrine. Tout de suite, je vais percevoir cette différence entre le sujet, la subjectivité, ou l'objet, le mannequin en bois. Bon, je vous embête pas trop avec ça, mais il y a quand même quelque chose qui nous échappe et qui est inconnaissable quand même, quelque chose, mais qui est toujours là, qui est toujours là. C'est ça que je voudrais vous transmettre. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Voilà, quelque chose qui nous échappe et qui est de l'ordre de l'être vivant. Alors, en face de quelqu'un qui a des addictions virtuelles, c'est compliqué parce qu'il y a toujours une grande partie, enfin une grande partie, en tout cas une partie qui nous échappe. Et comme l'homme s'exprime de façon imprévisible, irreproductible, et que chaque rencontre est potentiellement blessante, ça devient quand même très compliqué. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de protocoles, d'experts, mais il y a toujours une part qui nous échappe. Et je pense que, moi je disais ça à mes équipes, je disais, moi je n'ai pas peur de ma subjectivité, ni de mes lapsus, mes erreurs, mes mensonges, vous voyez, parfois je bafouille, je n'ai aucun souci avec ça. Je suis un être vivant, comme je peux. Voilà. Donc, ça c'est la première chose que je voulais à laquelle je vous faire part, cette notion de, il y aura toujours une partie qui va nous échapper et qui sera inconnaissable dans cette rencontre avec l'autre. La deuxième chose qui m'a
interpellé lorsqu'on parlait des applications virtuelles, c'est que l'homme, l'être humain aujourd'hui, euh, il s'échappe beaucoup dans cette virtualité parce que c'est commode et c'est très, et il aime ça. Il aime ça. Parce que grâce à sa main, c'est-à-dire l'outil des outils, parmi les êtres vivants, la main de l'homme est très particulière. Grâce à sa main, avec son doigt, il peut cliquer sur son ordinateur, sur son téléphone, et il a des images qui le distraient. Et qui le distraient de quoi? Ben, de la misère humaine. Donc, particulièrement en ce moment, lors de notre pandémie, par exemple, eh ben, c'est une bonne idée. Par nature, l'homme est encouragé, de façon, j'allais dire, ontologique, à se distraire de cette misère dans laquelle nous sommes. Et c'est tellement facile de cliquer sur des images. Regardez autour de vous, tout le monde a son téléphone, tout le monde passe son temps sans cesse à cliquer sur son téléphone. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, s'il y a une partie de nous qui est absolument inconnaissable, il y a aussi de notre nature humaine, on est encouragé, enfin la nature nous pousse, grâce à nos outils, grâce à nous distraire de cette addiction virtuelle. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Ben, je vous dis ça parce que je pense qu'ensuite, lorsqu'on a pris conscience de ça, ça doit nous encourager à beaucoup de modestie sur la prise en charge des uns et des autres. Car je pense que dans le soin, quel que soit le soin, le contraire du soin, c'est la négligence. Donc, le premier soin, la première partie du soin, c'est l'attention à autrui, l'accueil et l'écoute. C'est-à-dire que, quelle que soit la technique utilisée, aussi savante soit-elle, si le premier moment de la rencontre entre deux sujets est de qualité, alors la technique, quelle qu'elle soit, sera d'autant mieux adaptée et plus pertinente. Donc, c'est ça mon petit message, c'était ça. C'était que moi, dans ma pratique, j'ai vécu ça. Je disais à mes étudiants, quand je rentrais dans une chambre de malade, qui était gravement malade, je travaillais en soins palliatifs, je dis, tu rentres et tu te tais. Tu restes avec moi. On va s'asseoir, on va se présenter et on va l'écouter. Et on va apprendre plein de choses. Et lui va nous guider. Mais il faudra qu'on l'écoute. En tout cas au début. Voilà. Pour ensuite faire des propositions qui seront d'autant plus adaptées qu'elles nous auront été suggérées par le patient lui-même. Ce dont il est capable à ce moment-là de nous transmettre. Ce sont des métaphores. Enfin, je ne vous embête pas avec tout ça. Ce moment est très important parce que c'est là où j'en arrive à mes collègues. Finalement, qu'est-ce que l'on va proposer dans une addiction virtuelle? Eh bien, je crois que, à la suite de ce premier moment majeur, premier et primordial, tout le reste n'est pas second, n'est pas secondaire, mais second, ça passe après. Voilà. Et donc, quelles que soient les propositions que vous ferez, elles seront d'autant plus pertinentes et adaptées que vous saurez soigner ce premier moment dans l'inconnaissable et en face d'une nature humaine encouragée vers des images. Voilà. Et nous, enfin mes collègues et moi, aujourd'hui, là, nous vous proposons d'accompagner un patient avec l'hypnose. Une aujourd'hui moderne, beaucoup plus respectueuse, qui est de l'ordre d'accompagner un patient qui est en hypnose et qui profite de son immensité intime, immensité intime au sens de toute sa culture, toute son histoire, et qui est un champ formidable de possibles. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans la technique. Gérard Fitoussi et Fabienne va vous en parler très bien. Mais je voulais simplement vous donner ce petit message de commençons par être très attentif à la qualité des premiers moments de la rencontre, laquelle, je répète, est toujours imprévisible et potentiellement blessante. On fait un drôle de boulot quand même. Merci à tous et bon congrès.